Je crois qu'on a un petit film pour introduire le propos. Je ne sais pas si la technique suit. Si, j'ai l'impression. Donc voilà, sur Chapelle Internationale, quelques minutes de présentation. Eurorail est un logisticien dont la particularité est de maîtriser sa traction ferroviaire. Cette chaîne intégrée nous permet de monter des opérations de transport ferroviaire complexes. La desserte du terminal ferroviaire urbain de La Chapelle, avec comme point de départ le terminal multimodal Delta 3 de Dourges, permettra de livrer une large palette de clients au cœur de Paris, quelles que soient les limitations de circulation routière. Faire arriver plus de 1000 tonnes de marchandises en une seule fois au plus près du consommateur final avec un impact environnemental optimisé démontre que le mode ferroviaire est à la fois novateur mais aussi citoyen. Sogaris construit dans Paris un immeuble hors norme de 45 000 m². L'objectif, c'est de repositionner la logistique au cœur de la métropole. Cette opération repose sur 3 approches innovantes. La multimodalité, avec un terminal ferroviaire urbain de 400 mètres de long qui permettra de faire entrer des marchandises dans Paris par une navette ferroviaire urbaine. Une programmation mixte qui va faire cohabiter dans un même bâtiment des activités logistiques, du tertiaire, des écoles professionnelles, un data center et des équipements publics. Enfin, une insertion urbaine exemplaire, grâce à la qualité architecturale du bâtiment, qui respecte les normes HQE et qui propose par exemple une toiture dédiée à l'agriculture urbaine. Chez XPO Logistics, nous sommes toujours en recherche de nouvelles solutions et de nouveaux matériels pour garantir à nos clients des livraisons urbaines plus propres. Dès 2017, XPO sera l'organisateur de transport de tous les clients souhaitant livrer dans Paris, en combinant le mode ferroviaire et le transport routier par des véhicules roulant au gaz. À terme, cela veut dire 120 camions en moins chaque jour traversant l'Île-de-France, 0 émission de particules et une meilleure qualité de service pour le client final. Notre solution est positive pour l'environnement. Elle permettra à nos clients de gagner en compétitivité et aux franciliens de vivre mieux. Eh bien voilà, donc l'introduction a été faite. Christophe Ripper, oui, c'est l'idée donc avec ce vaste projet, c'est notamment cette navette ferroviaire urbaine qui 2 fois par jour approvisionnera la capitale, et c'est l'équivalent, je crois que les chiffres en équivalent de poids lourd, c'est assez impressionnant, quoi. Effectivement, il faut appuyer sur le bouton. Là, voilà. Okay, ça marche. Merci d'inviter Sogaris à ce forum économique du Grand Paris pour présenter notre opération de Chapelle Internationale et la navette ferroviaire urbaine qui permettra de faire entrer les marchandises dans Paris par le fer. Effectivement, nous sommes partis d'un appel à projet lancé par l'aménageur de ce nouveau quartier, Porte de la Chapelle, qui est Espace Ferroviaire Aménagement, et la ville de Paris,
qui dès 2009, même avant 2008, ont réservé dans ce nouveau quartier 2,4 hectares pour positionner un grand bâtiment dit hôtel logistique. Et dès le début, on nous a demandé que ce bâtiment puisse recevoir des marchandises arrivant dans Paris par le train. Donc ce grand bâtiment qui fait 45 000 m², qui est en cours de construction. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 70% de sa structure construite. Il sera livré en juin 2017 et mis en exploitation en septembre 2017. Le cœur de ce projet, c'est le fameux terminal ferroviaire urbain qui va recevoir tous les jours, au début 2 navettes par jour, une arrivant d'une plateforme amont qui est la plateforme de Dourges et une autre qui devra arriver de la plateforme de Bruyères-sur-Oise, Dourges étant située à côté de Lille et Bruyères-sur-Oise étant située en limite nord de la région Île-de-France. Et chacune de ces navettes transportera à peu près 60 caisses mobiles dans lesquelles il y aura des marchandises dédiées à l'équipement de la personne, à l'équipement de la maison et à l'agroalimentaire. Ces caisses arriveront avec une technique combine rail-route, seront déchargées dans le terminal ferroviaire urbain de Chapelle à l'aide de pans roulants. Et ensuite, vous aurez des camions propres, circulant en gaz, qui reprendront ces caisses et qui emmèneront ces marchandises dans les magasins parisiens. Donc sur Chapelle, on n'aura pas à proprement parler une rupture de charge parce qu'on ne manutionnera que du contenant et pas du contenu. La rupture de charge se passera sur les plateformes amont de Bruyères et de Dourges. Alors la capacité de ce site au total sur 24 heures est de 4 navettes, 4 fois 60 caisses dans chacun des sens. Alors, pour insérer ce terminal ferroviaire urbain dans Paris, on a construit donc ce grand bâtiment de 45 000 m². Le terminal occupe tout le rez de voie ferrée et nous avons habillé ce terminal ferroviaire urbain d'autres activités, 10 000 m² de tertiaire côté quartier dans lequel on va accueillir un incubateur autour de la logique mobilité, logistique urbaine durable. Nous avons avec Paris & Co et d'autres partenaires recruté plus de 17 startups autour de ces thèmes-là. On va en recruter encore en 2016 et en 2017. En septembre 2017, quand le bâtiment sera ouvert, l'incubateur viendra s'installer dans la partie tertiaire. On va accueillir aussi des écoles de formation en professionnels supérieurs liés au transport, des sièges sociaux d'entreprise, du commerce et un data center en sous-sol. Ensuite, on a créé effectivement un sous-sol et dans ce sous-sol, on va accueillir un grand professionnel du secteur CHR, café, hôtel, restaurant, livrant des marchandises dans ce domaine-là. Et enfin, la 5e façade, c'est-à-dire notre toiture, à la demande de la ville de Paris, sera aménagée par la ville de Paris avec des terrains de sport et de l'agriculture urbaine. Donc vous voyez que ce grand bâtiment permettra de faire rentrer des marchandises dans Paris par le fer dans des conditions optimum d'un point de vue transport, mais aussi d'un point de vue immobilier. Et aujourd'hui, on permet à la logistique de revenir dans Paris à un coût acceptable pour elle, parce que nous opérons une péréquation financière entre les activités tertiaires, data center, commerciales, etc., et les activités logistiques, les premières supportant une partie du coût du foncier et du bâtiment, permettant à la logistique de revenir dans Paris à un coût acceptable pour elle. Ça marche dans l'autre sens? Il y a des marchandises qui vont repartir ou c'est une question idiote? Alors une grande agglomération, une grande ville comme la métropole parisienne a des flux déséquilibrés entre ce qui rentre dans la ville et ce qui en ressort, forcément. Ça, c'est le cas de toutes les grandes métropoles. Mais notre navette qui va relier Paris à Bruyères-sur-Oise, au nord de la région Île-de-France, et Paris à Dourges, aura du flux retour. Donc ce sera des matériels de manutention, enfin des palettes, de l'emballage propre. Mais aussi, on a aujourd'hui des chargeurs présents dans la région Île-de-France, intéressés pour faire remonter des marchandises, notamment dans la région nord. Donc on n'arrivera pas à un équilibre du flux, mais on espère bien avoir du flux retour pour remonter en plein, pour remonter dans la navette. Quel type, je ne sais pas si vous l'avez dit, quel type de marchandises sont adaptées à ce genre d'acheminement dans Paris Intramuros? Alors c'est toutes les marchandises qui sont vendues dans les magasins parisiens. Donc nous viserons prioritairement les marchandises dédiées à l'équipement de la personne, à l'équipement de la maison et tout ce qui est flux agroalimentaire. Aujourd'hui, on a identifié donc les deux plateformes Bruyères-sur-Oise et Dourges
pour 3 raisons. La première, c'est que vous avez déjà des gros chargeurs présents dans Paris qui ont leur stock et qui livrent tous les jours Paris au départ de ces sites dans Paris. Donc on peut citer des marques du groupe Auchan ou d'autres comme Métro aussi présents sur Bruyères, ou des marques du groupe Auchan présents sur la plateforme de Dourges. Et ces plateformes aussi ont la particularité d'être trimodales, toutes les deux étant reliées à l'autoroute, au fer et au réseau fluvial. Donc les marchandises qui arrivent dans ces entrepôts dits régionaux pourront arriver par ces modes de transport-là, et la chaîne sera bouclée pour arriver dans Paris. Et le dernier point intéressant, c'est que ces deux plateformes-là ont aussi de la réserve foncière pour accueillir de nouveaux entrepôts et accueillir des entreprises qui veulent stocker leurs marchandises pour le centre de l'agglomération parisienne. Alors merci beaucoup. Justement, vous, Christophe Boutor, vous êtes un opérateur donc majeur de la logistique en France. Vous construisez, je crois, d'assez grandes plateformes, et vous serez opérateur à Bruyères-sur-Oise. Je ne sais pas à quel stade vous en êtes, vous allez me le dire, qui sera, comme vient de le dire Christophe, une des plateformes raccordées à l'hôtel logistique de Chapelle Internationale. Et alors du coup, décrivez-nous aussi ce qui se passe à Bruyères. Donc visiblement, c'est multimodal l'approvisionnement de cette plateforme aussi. Oui, tout à fait. Bonsoir. Donc nous, le groupe Panhard est un développeur investisseur indépendant qui intervient en tertiaire, en parc d'activités, en logistique et aussi en résidentiel. Et sur nos activités logistiques, on est effectivement très présent en Île-de-France. On est plutôt connu pour développer de gros objets, c'est-à-dire des bâtiments qui font, pour les plus petits, 40 000 m², pour les plus grands, 100 000 m², qui sont aujourd'hui les nouveaux standards de la logistique, et ce que recherchent les utilisateurs, les chargeurs. Et on s'est intéressé assez rapidement au terrain de Bruyères-sur-Oise, pour les raisons qu'invoquait Christophe, c'est que c'est un des rares sites, sinon le seul site en Île-de-France, où on a tous les éléments réunis pour pouvoir faire de la livraison dans Paris intramuros par voie ferrée. On a les sillons, ce qui est quand même pas neutre, parce qu'on voit que rien que pour les négociations en termes d'utilisation des sillons, etc., c'est très compliqué. Je ne vous parle pas de développer des nouveaux sillons, mais en gros, quand vous avez des sillons, c'est déjà quelque chose d'assez... Les sillons, c'est des fenêtres de tir pour que les trains passent, quoi. Tout à fait. On a un outil aval, à savoir la plateforme qui est en train de développer Sogaris dans Paris, et c'est le seul site aujourd'hui de cette nature. Hein. Et on a en amont, à Dourges, et pour ce qui nous concerne à Bruyères-sur-Oise, donc dans l'Île-de-France, dans le 95, des terrains qui permettent de développer des capacités logistiques importantes qui vont venir nourrir cette navette ferroviaire. Donc ça nous a semblé être un sujet très intéressant parce que très structurant d'un point de vue livraison dans Paris. Et on voit bien aujourd'hui dans toute l'activité logistique, en gros, si je fais très court, les gens ne veulent plus voir du camion, mais ils veulent tous commander de plus en plus sur Internet. Et là, il y a un gros hiatus parce que Amazon, ça n'est qu'une plateforme logistique, pour faire très court. Donc, si vous voulez pouvoir continuer à livrer des marchandises, il faut changer ou essayer de changer les modes de transport. Sauf que pour changer les modes de transport, il faut des investissements tels que c'est très difficile. Et aujourd'hui, c'est le schéma La Chapelle, les sillons ferroviaires, Bruyères-sur-Oise, c'est un schéma quasiment unique. Et nous, on pense que les utilisateurs, les chargeurs qui viendront se positionner sur ces terrains, justement en train de développer avec le conseil départemental, vont prendre des positions qui demain seront des positions concurrentielles extrêmement fortes, parce qu'elles vont prendre de la valeur tous les jours, parce que celui qui sera capable d'amener ses marchandises dans Paris autrement que par camion va avoir un avantage concurrentiel extrêmement fort. Comme en plus, on est dans une logique, j'allais dire, avec un appui de facto politique direct et indirect très fort de la ville de Paris, puisqu'elle est à la fois actionnaire de Sogaris et de l'outil Chapelle Internationale. Tout ça crée un environnement qui est extrêmement favorable au développement de ces outils. Qu'est-ce qui est cher? Vous dites que c'est très cher de faire autrement que par le train. Ce qui est cher, c'est d'acheter des camions électriques ou ce genre de choses? Non, ce qui est compliqué aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'encore une fois, il y a une vraie lutte des administrés, plus personne ne veut voir de camions passer devant chez soi. Sauf que le volume augmente énormément. Quand vous commandez, pour ne prendre que cet exemple-là, mais qui est un exemple assez significatif, vous commandez un paquet sur Internet,
on vous livre un colis unique. Donc on a une explosion des colis uniques, plutôt petits, qui prennent plus de place, qui prennent plus de volume, qui demandent de la livraison chez vous, à votre travail, etc. Et ça va avoir un effet énorme sur les flux. Vous allez avoir de plus en plus de flux. Donc la pression sur la maîtrise de ces modes de transport, sur passer sur des modes de transport propres, etc., va être de plus en plus importante. Aujourd'hui, aux portes de Paris, l'alternative au fer, c'est quoi le schéma classique? C'est d'avoir des grands bâtiments logistiques, de venir livrer ce qu'on appelle des quais de messagerie, qui sont des quais d'éclatement dans les petites camionnettes qui vont dans toute Paris et sa première couronne. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des changements très significatifs qui sont à l'œuvre, puisque, je ne vais pas prendre des langages trop techniques, mais vous allez vite comprendre, avant, un quai de messagerie, ça faisait 2 à 3 000 m². Aujourd'hui, les grands messagers, les TNT, UPS, DHL, ils développent des outils en proximité de Paris qui font 10-15 000 m². Donc on voit bien qu'on est en train de changer complètement la taille des outils, les volumes traités, et donc la pression va être de plus en plus forte. Et encore une fois, tous les transports alternatifs propres avec des modèles économiques viables, parce que c'est aussi le vrai sujet, vont devenir vraiment extrêmement concurrentiels. Et là, on a un outil qui est viable économiquement, sur lequel on peut faire passer des gros volumes, ce qui est important en logistique, et qui est unique sur l'ensemble de l'Île-de-France. Mais soit je suis pas attentif, soit je vous ai pas entendu, Christophe, parler d'Amazon. Je vous ai entendu parler d'Auchan. Vous livrerez aussi les bouquins qu'on achètera et les disques et ces choses-là. C'est aussi ce e-commerce qui est concerné. Alors, la navette, effectivement, comme nous on appelle les chargeurs, ceux qui vont remettre les caisses sur la navette, cette navette est mutualisée. Donc, tout chargeur voulant remettre des caisses sur la navette au départ de Dourges ou de Bruyères pourra le faire, dans des conditions économiques aujourd'hui que l'on veut comparables à celui d'un système tout-route, effectivement, pour que notre système économique soit viable. Donc, la messagerie est un secteur d'activité qui peut être mis sur la navette sans problème. Au-delà tout ce qui est marchandises vendues dans les magasins, tout le secteur de la messagerie, qu'il soit express ou pas express d'ailleurs, peut être mis aussi sur la navette. Alors ça sera peut-être dans un second temps, parce que les premiers clients avec qui on parle sont effectivement plutôt des clients ayant des présences commerciales dans la partie dense de l'agglomération parisienne. Mais je suis à peu près persuadé que très rapidement, des gros volumes, comme le dit Christophe, des gros volumes de messagerie liés au développement du e-commerce pourront emprunter ce schéma multimodal pour livrer l'agglomération. Étienne Langereau, comment la Poste adapte ses mécanismes, ses systèmes, et plus prosaïquement, y compris ses entrepôts à la logistique urbaine, aux enjeux qui sont, je crois, pour vous, clés dans le contexte de baisse drastique du courrier, vous allez me le dire, et de montée en puissance, Christophe Boutor vient de le dire, très très forte aussi, du e-commerce. Oui, merci. Moi, je voudrais d'abord me réjouir qu'on parle de logistique urbaine, et plus particulièrement de circulation des marchandises dans la métropole. On a un débat sur le Grand Paris, et ce que je constate, c'est que ce sujet-là, il intéresse assez peu les décideurs, les élus et les aménageurs. Et donc, parce que je crois que la logistique urbaine et la circulation des marchandises, c'est un enjeu de la métropole attractive de demain. Si on veut avoir une métropole qui soit attractive et qui marche, il faut qu'on se préoccupe très sérieusement de la circulation des marchandises. Premier point. Alors pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, 30 à 40% de ce qui circule dans la métropole, ce sont des marchandises. Et donc ces marchandises, elles sont responsables, ces circulations, elles sont responsables d'une partie importante de la pollution et de la congestion. Donc il faut prendre ce sujet à bras-le-corps. Et quand Anne Hidalgo dit « je vais interdire l'accès à Paris aux véhicules les plus polluants ou aux véhicules diesel ou aux véhicules les plus vieux », c'est bien une prise de conscience de ce sujet-là. Le problème, c'est que ni les particules ni les gaz s'arrêtent au périphérique. Et évidemment, il faut se poser la question de la bonne échelle pour parler de ce sujet. La bonne échelle, c'est sans doute au moins la métropole, sans doute la région Île-de-France. Donc, premier point, il faut qu'on en parle parce que ce sujet de la pollution et de la congestion, il commence à devenir un enjeu politique majeur. Deuxième point, vous l'avez dit, c'est l'explosion du e-commerce. On est au début de la révolution du e-commerce. Les flux augmentent de 10
10-15% chaque année, voire même plus. Et donc on va avoir une explosion des flux du e-commerce avec en effet des flux qui sont beaucoup plus éclatés qu'aujourd'hui. Et puis des modes de livraison qui sont en train d'évoluer. Vous avez parlé d'Amazon, c'est du H+, hein, c'est quelques heures après la commande. Et puis il y a aussi l'éclatement des lieux de livraison, puisque ce qui se développe beaucoup, c'est le hors domicile. Avant on était livré chez soi, maintenant on va être livré en dehors de son domicile de plus en plus, dans des relais commerçants, demain dans des consignes, etc. Donc tout ça est en train d'évoluer, et le e-commerce va véritablement révolutionner un peu le métabolisme de la ville, parce que ça sera beaucoup plus éclaté, avec beaucoup plus de circuits et de flux dans tous les sens, de plus en plus courts. Et ça suppose aussi ça pose la question de la gestion des stocks. Et puis le troisième point, qui est aussi important et qu'il faut avoir en tête, c'est que la manière dont les Français ou les Européens vont consommer, dont ils vont consommer la ville dense, est en train d'évoluer. C'est le retour du commerce en ville, c'est un peu la fin de l'étalement urbain des années 70-80, où on faisait des grandes surfaces très très loin et on prenait sa voiture pour aller à ça. Et maintenant, ce sont des petites surfaces commerciales qui s'installent, ou bien des commerçants qui deviennent eux-mêmes e-commerçants, mais c'est le retour ou le développement du commerce de centre-ville auquel sont attachés les élus. Donc si on combine ces trois éléments, pollution, congestion, essor du e-commerce et retour de la proximité centre-ville, lien social, etc., on voit bien que là, on est face à une évolution du métabolisme, de la manière de penser et de consommer la ville. Et donc, il faut avoir une vision globale de cette affaire-là. La logistique urbaine, la circulation des marchandises, c'est une problématique globale à laquelle il faut apporter une solution globale. Alors nous, la Poste, évidemment, on est concernés. Hein. J'anticipe votre question. On est concernés parce qu'on livre 7 colis sur 10 aujourd'hui en France et donc dans le Grand Paris. Et donc, évidemment, notre objectif... Alors, nous, on livre des colis de moins de 30 kilos. Hein, c'est les petits colis, c'est pas les palettes. Mais néanmoins, c'est essentiel pour le e-commerce. Alors, nous, on souhaite, bien sûr, avec les collectivités locales, les sensibiliser à ces différents enjeux, les accompagner pour trouver des solutions. Et on pense qu'il y a trois sujets majeurs sur lesquels il faut travailler, sur lesquels on se concentre. D'abord, il y a la question du foncier. Le foncier logistique, c'est un enjeu majeur. Et nous, le pari qu'on fait, c'est que le foncier logistique, maintenant, comme vous le disiez d'ailleurs, il va revenir dans le centre-ville. Il s'était étalé dans les années 70-80, on faisait les plateformes de plus en plus loin possible. Maintenant, à cause de la pollution et à cause du fait que les villes vont se fermer, il faut avoir ce qu'on appelle des hôtels logistiques ou des espaces logistiques urbains dans les centres urbains, et à partir de là, faire l'éclatement avec des véhicules propres. Donc le foncier logistique, c'est un enjeu majeur. Il faut anticiper et il faut avoir une vision ou une stratégie pour maîtriser ce foncier logistique à l'échelle, pas seulement de Paris, mais encore une fois de la métropole ou même de la région. Deuxième sujet, c'est la question des véhicules, parce que si on veut livrer proprement le dernier kilomètre, mais il faut avoir des véhicules propres par construction. Nous, on a à la Poste la première aujourd'hui flotte de véhicules électriques du monde, hein, puisqu'on a 6 000 voitures et 20 000 vélos électriques. Donc, on a développé cette flotte-là. Pour des véhicules plus importants, à gabarit plus important, c'est plutôt le gaz sur lequel on travaille. Et puis demain, sans doute, l'hydrogène. On se dirige vers un mix énergétique en la matière. Mais pour que ça marche, il faut qu'on ait les infrastructures qui vont bien. Il faut qu'on ait la capacité d'alimenter. Il faut qu'on ait les recharges électriques pour alimenter les véhicules électriques un peu partout. Et il faut aussi qu'on ait les stations de gaz pour ravitailler les camions, etc. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte, qu'il faut programmer, pour lesquels il faut anticiper. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Et puis le dernier point, on travaille aussi sur un certain nombre de solutions, un bouquet de services, si je puis dire, qui permettent justement d'offrir cette logistique intelligente, cette logistique adaptée aux enjeux que j'évoquais. Alors j'ai parlé, donc on travaille beaucoup sur des consignes, on va développer un réseau de consignes automatiques ou numériques. On en a déjà 200 ou 300 dans Paris. Et on va en faire 1 millier en France. Donc les consignes numériques, vous savez, vous commandez par Internet et quand vous rentrez le soir chez vous, à la gare ou bien sur le campus universitaire ou à l'hôpital ou sur tous les lieux de flux dans les grandes surfaces, vous pouvez retirer votre colis. Donc ça, on le développe. Après, on travaille sur des boîtes aux lettres intelligentes pour pouvoir envoyer ses colis depuis sa propre boîte aux lettres. On travaille sur les relais post-urbains, sur les systèmes de prise de rendez-vous. On peut prendre rendez-vous pour avoir, etc. Donc on améliore avec ces bouquets de services, et notamment avec toutes les startups, avec beaucoup d'innovation, la manière dont le e-commerce et dont la circulation des marchandises va demain être optimale et efficace. Sur le foncier, Étienne, là on vote le PLU, enfin la modification du PLU de Paris aujourd'hui. Vous, c'est une
politique à venir ou c'est déjà une stratégie en cours? Vous réservez, vous achetez des parkings. Je sais qu'il y a de moins en moins de voitures dans les parkings. Vous êtes déjà là en action? Absolument, on est déjà en action. On a le modèle qu'on met en avant un peu dans Paris, c'est Beaugrenelle, hein, l'espace logistique urbain de Grenelle qui a été aménagé par la Sogaris et qui est opéré par la Poste, par Chronopost. Ce modèle, pour nous, c'est à partir de 3000 m² que c'est intéressant d'avoir un espace logistique urbain, parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut massifier et qu'on peut avoir un modèle économique qui tourne. Donc effectivement, on est à la fois en recherche de nouveaux sites type Beaugrenelle dans Paris, mais on a aussi, nous, du foncier très ancien, hein, puisque la Poste est là depuis très longtemps, et on a notamment du foncier lié à nos activités plus classique, notamment je pense au courrier, qui est en train d'évoluer, puisque vous savez que les gens écrivent de moins en moins et que l'activité du courrier diminue au profit du colis. Et donc nos actifs immobiliers, il faut les valoriser, les optimiser et travailler sur des solutions de mutualisation ou d'optimisation de ce foncier. Par exemple, à Lyon ou à Bordeaux, on a des hôtels logistiques maintenant qui sont partagés entre nos divers opérateurs, Chronopost, DPD, Colissimo, etc., et Courrier. Et puis on réfléchit à les ouvrir à d'autres, donc à partager avec d'autres ces hôtels logistiques. Christophe Ripper, dites-nous un mot de Beaugrenelle. C'est quoi? Alors ce sont des parkings que vous avez rachetés, que vous avez cédés à la Poste pour qu'ils y entreposent des colis? C'est le modèle? Alors, Beaugrenelle, c'est un espace urbain de distribution. Il faut savoir que Sogaris est une foncière qui, dans le métier depuis les années 60, s'est développée de l'immobilier industriel à vocation logistique. Et on développe 3 types d'immobilier logistique. Des plateformes portes d'entrée logistiques comme celle de Rungis, des hôtels logistiques comme celui de Chapelle et des espaces urbains de distribution qu'on vient positionner au cœur des quartiers. Alors Beaugrenelle, c'est un projet, c'est une opération que l'on a ouverte en avril 2013 avec le groupe La Poste, Chronopost, qui l'exploite depuis. Et c'est en fait une opération qu'on a menée avec la SEM Paris Seine, une SEM d'aménagement de la ville de Paris, qui gère la dalle de la Beaugrenelle. Donc il y a d'un côté rénové ce nouveau centre commercial, qui a rénové toute la dalle sur laquelle sont posées une quinzaine de tours du front de Seine. Et sur la partie nord, la plus proche de la Tour Eiffel, vous aviez donc beaucoup de parkings, 4000 places de parking au total, dont pas mal étaient libres. La SEM a rassemblé toutes les places libres sur un même parking. Ça a libéré à peu près 3000 m² d'espace que l'on a repris. On a transformé ce parking en espace urbain de distribution en faisant à peu près 2 millions d'euros de travaux sur 3000 m². Et aujourd'hui, ce site permet de livrer le 14e et le 15e en fret express pour le groupe La Poste, avec des véhicules adaptés, toujours de la même façon, avec une entrée massifiée des marchandises en horaire décalé tôt le matin, tri et redistribution dans les quartiers en véhicules adaptés. Christophe Boutor, comment votre activité évolue? Puisque si je comprends bien tout ça, le modèle quand même qui a été un peu votre modèle historique, je ne sais pas comment dire, fondateur, qui consiste, vous le disiez vous-même, à construire des entrepôts géants en périphérie de Paris, est amené à évoluer. Vous êtes sur une activité qui, hormis Chapelle Internationale, vous êtes sur un changement de modèle? Sur les grands bâtiments logistiques, on est plutôt toujours sur la même tendance à faire toujours plus grand. Moi, je peux vous dire que toutes les demandes aujourd'hui, c'est des bâtiments qui sont entre 50 et 100 000 m² pour une raison très simple, enfin pour plusieurs raisons. C'est que quand vous avez un bâtiment de cette taille-là, vous avez un site à gérer et non pas 4. Donc déjà, vous faites des économies de charge, de gestion de site. Et statistiquement, plus votre bâtiment est grand, plus vous allez faire rentrer des camions globalement pleins et en faire sortir des camions globalement pleins. Donc cette tendance-là, pour la grande logistique, je pense que c'est une tendance de moyen-long terme forte qui va continuer et qui va perdurer. D'ailleurs, et c'est pas le seul sujet, mais ça en fait partie. Vous voyez bien qu'Amazon, pour ses grandes plateformes de distribution nationale, elle est sur des outils qui font entre 100 et 150 000 m². Mais excusez-moi, donc, quand Hidalgo ferme les voies sur berge, interdit le diesel, etc., ça ne vous réagissez comment? Comment les marchandises sont-elles acheminées de ces plateformes géantes jusqu'à Paris? Voilà, tout le débat, c'est comment, sur ces grands centres de stockage, comment on fait ensuite, on amène ces marchandises-là au plus près du consommateur, que ce soit un particulier ou une entreprise, dans Paris. Et c'est là qu'aujourd'hui ça tâtonne, entre guillemets, et qu'il y a pas mal d'expériences qui sont faites, parce que il y a une contrainte, on ne veut plus faire rentrer de camions globalement, et surtout pas des gros au diesel.
Donc et puis on a une taille moyenne du colis qui a quand même tendance à baisser. Donc d'où ce que j'évoquais tout à l'heure, le passage par des messageries de plus en plus grandes pour pouvoir exploser, éclater des gros porteurs en petites camionnettes. Et ça, c'est quand même la grosse tendance de fond sur l'essentiel du flux. Des solutions de débord avec des hôtels logistiques ou des plateformes de distribution plus petites dans Paris qu'on arrive à alimenter en horaire décalé, en fait. L'idée aussi, c'est de travailler sur les plages horaires et de faire rentrer du trafic marchandises plutôt la nuit plutôt que le jour dans Paris, quitte à l'éclater après dans la journée avec des petits véhicules. Et des solutions alternatives, que ce soit par la Seine, il y a toute l'expérience Franprix qui fait rentrer un certain nombre de marchandises via le sud par la Seine et qui le décharge sur des quais de la Seine. Et cette solution fer, qui à ma connaissance est la seule crédible avec un vrai modèle industriel. C'est pour ça que nous on s'y est intéressé et qu'on pense que c'est un gros avenir parce que c'est une vraie alternative pour des volumes significatifs. Christophe nous dira s'il y a d'autres projets comme ça similaires, mais votre modèle d'éclatement, je reprends vos termes, en véhicule léger, en camionnette, il suppose un éloignement quand même réduit de Paris. On ne peut pas faire ça si l'entrepôt est à 100 km, j'imagine. Quelle est la distance qui permet ce type de transport? Très schématiquement, vous allez avoir les grandes plateformes de distribution qui vont être entre 50 et 80 km de Paris. Bruyères est un bon exemple. C'est un site qui est en 3e, 4e couronne d'Île-de-France, en limite d'Île-de-France. Ces bâtiments vont alimenter, je parle de la route, soit ça va passer par une solution type La Chapelle, qui est assez unique. Là, vous arrivez directement dans Paris, en porte de La Chapelle, vous êtes sur caisse mobile, là, vous éclatez directement dans Paris. Sinon, le trajet classique aujourd'hui, tel qu'il est imaginé, c'est d'amener ça sur des messageries qui vont se situer maximum à 20-30 km. Donc c'est, on va dire, aux bornes des grands aéroports, avant Roissy, avant Orly, grosso modo. Et là, les véhicules partiront de ces messageries, des véhicules plus petits, pour aller directement dans Paris ou en première couronne. C'est ça aujourd'hui le schéma type. Merci beaucoup. Christophe Ripert, vous avez d'autres... j'ai deux questions en fait en une avant que je les oublie. Est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce qu'il y a d'autres projets à Paris de terminal semblables? Et puis question qui fâche, les riverains de Chapelle Internationale, ils n'ont pas peur qu'il y ait une petite multiplication des flux à leur porte? Alors effectivement, nous avons d'autres projets pour Paris Intramuros, mais aussi pour la métropole parisienne. Il faut savoir que Paris Intramuros génère chaque année entre 32 et 35 millions de tonnes de marchandises pour sa vie économique. Il n'y a pas de vie ni économique, ni culturelle, ni sociale sans déplacement de marchandises. Suivant les filières auxquelles on s'adresse, il y a différents schémas logistiques. Les solutions que l'on met en place avec les plateformes logistiques urbaines, les hôtels logistiques et les intermodaux et les espaces urbains de distribution. On s'adresse à différentes filières logistiques qui irriguent la ville. Et les hôtels logistiques, Suite Chapelle en est un. Nous portons l'espoir de répondre à un appel à projet qui sera lancé sur un site sur le faisceau sud de la gare de Lyon, sur le secteur Bercy-Poniatowski. Je sais qu'il y a d'autres hôtels logistiques sur le faisceau Saint-Lazare et il faudra plusieurs hôtels logistiques dans Paris rattachés au faisceau ferroviaire pour pouvoir faire entrer une part significative des marchandises consommées dans Paris par le lien ferroviaire. Ça, c'est clair. Très bien. C'est aussi, je crois que vous aimez prendre l'exemple de Dresde, je crois, c'est aussi c'est aussi une condition, ces infrastructures logistiques urbaines, de la réintroduction d'une forme d'industrie non polluante et moderne au cœur des villes. Ça, c'est une tendance métropolitaine qui n'est pas, qui est réelle, quoi, qui va se concrétiser. Effectivement, si on regarde à l'échelle de l'Europe, toutes les grandes villes, que ce soit Londres, Genève, les villes allemandes ou les villes italiennes ou espagnoles, elles utilisent tout l'outil du secteur de la logistique pour en faire un outil d'aménagement du territoire. Je disais que sans marchandises, il n'y a pas de vie économique, il n'y a pas de vie sociale, il n'y a pas de vie culturelle. Et moi, je considère qu'une bonne logistique urbaine permet d'améliorer l'attractivité économique d'un territoire et permet aussi, et c'est une tendance que l'on voit se développer, ça permet aussi d'améliorer et d'accompagner la réintroduction de surfaces productives en milieu urbain. Les Allemands l'ont fait et les Suisses l'ont fait historiquement assez couramment. Et
Et le groupe Volkswagen a, par exemple, il y a quelques années, repositionné une usine de montage dans Dresde, en plein Dresde. Aucun camion n'arrive dans cette usine, qui s'appelle la Glass Manufacture. Toutes les pièces détachées arrivent par le tramway, par des tramways bleus. Les salariés arrivent par des tramways jaunes, c'est le tramway de la ville de Dresde. Et ils ont développé autour de cette usine qui construit des voitures de luxe, mais en tout cas qui construit des voitures, un tourisme commercial qui fait aussi fonctionner l'économie locale. Et on voit que c'est grâce à cette logistique performante, l'arrivée des marchandises dans l'usine par tramway, qu'on a pu repositionner un outil productif au cœur de la ville de Dresde. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a à ce stade des questions à nos intervenants, monsieur? Je vous en prie. Je crois que voilà, le temps que le micro arrive, sinon je vous apporterai moi-même, parce que là je sais pas, mais je crois qu'on nous entend. Voilà le micro. Non, c'est pas le micro. Écoutez, je vais vous porter le mien. Ils vont pas tarder. Je vous en prie. Merci messieurs, bonjour, François Lamy, Filimage. J'aimerais vous poser une question. L'utilisation de l'ancien canal, enfin du canal de l'Ourcq, qui va de Sevran jusqu'à Paris et qui va même jusqu'à Meaux, je crois, après. Est-ce que oui, voilà, c'est un problème de gabarit, je sais, mais est-ce que c'est envisageable de le réutiliser pour des petits colis, en fait? Bon, merci beaucoup. Tu réponds, si tu veux. La difficulté, c'est que tout est envisageable. Le problème de la logistique, c'est, je vais reprendre mon exemple, mais il est assez parlant, je pense, c'est qu'on nous a tous expliqué, je ne sais pas pourquoi, mais on nous l'a expliqué, que livrer à domicile, ça coûtait 0. Quand vous commandez n'importe quoi sur Internet, on vous explique que la livraison est gratuite. Donc, pourquoi je dis ça, c'est que on est sur un métier où l'équation économique est très importante. Et pour qu'un colis puisse supporter le poids, le coût du transport soit le plus modique possible, c'est pas très compliqué. Il faut le plus de volume possible avec le moins de manipulation possible. Et donc, dès qu'on commence à vouloir changer de mode de transport sur des volumes qui ne sont pas suffisants, sur des infrastructures qui sont trop petites ou trop contraintes, on a beaucoup de mal à trouver le modèle économique. Là, pourquoi on est sur quelque chose qui fonctionne, c'est que à Dourges, on a une plateforme multimodale qui est industrielle, hein, on bascule des conteneurs, de la route au train, etc. On est vraiment sur des outils qui ont été pensés grands et qui ont été vus grands pour gérer des très gros volumes et donc baisser le coût unitaire. Merci beaucoup. Sur l'histoire des canaux de la ville de Paris, il y a le canal de l'Ourcq, il y a le canal Saint-Martin, le canal de Saint-Denis, hein, connecté à la Seine et à la Marne ensuite. Il faut savoir que la ville génère énormément de colis, de flux dits de grande consommation, mais génère aussi des flux liés au BTP, génère des flux liés aux déchets générés. Et c'est vrai que les canaux de la ville de Paris sont utilisés pour faire entrer des matériaux liés au secteur du BTP et le seront encore. Hein. La volonté de la ville de Paris est de conserver ces canaux pour cette utilité-là. Et on nous demande, à nous, Sogaris, de regarder la possibilité de positionner un, voire deux hôtels logistiques plutôt connectés fleuve-route, notamment le long du canal Saint-Denis, pour essayer de faire rentrer des marchandises par la Seine ou par le canal Saint-Denis et les rééclater ensuite par la route. Donc c'est une question que l'on regarde au-delà des flux déchets et des flux BTP. Étienne, peut-être que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur les enjeux que tout ça représente pour la Poste en termes de volume un peu globaux, puisque je crois que la décroissance du courrier, vous le disiez, est assez drastique. En gros, les grands équilibres, vous êtes vraiment l'exemple d'une entreprise majeure en mutation. Oui, aujourd'hui, la Poste, elle pèse 23 milliards d'euros. Le courrier, c'est de l'ordre de 11 milliards et les volumes diminuent de l'ordre de 5 à 6% par an, donc de façon assez importante. Et donc, le relais de croissance de la Poste, c'est à la fois le colis avec le développement du e-commerce que j'évoquais. Le colis, aujourd'hui, c'est presque 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec une croissance de 4-5% par an, en effet. Et l'autre relais de croissance, c'est la banque postale. Qui est en fort développement, notamment depuis la chute de Dexia, puisqu'on a repris l'essentiel du marché du prêt aux collectivités locales. On est leader maintenant avec 40% du marché. Voilà, donc le colis est vraiment l'un des relais de croissance importants. Et d'ailleurs, dans nos activités, dans les activités quotidiennes des postiers,
les facteurs qui distribuaient hier du courrier vont demain distribuer du colis. Les plateformes vont également évoluer et muter. Et donc, on va mutualiser tout ça et l'adapter aux nouveaux enjeux, etc. Mais moi, juste pour conclure, je reviens sur c'est intéressant ce débat sur la logistique. On voit bien que plus que la logistique, c'est la question des marchandises en ville qui est vraiment une question clé. Et ce qui me frappe, je le redis, c'est que on est en train de construire la métropole du Grand Paris. Il n'y a pas aujourd'hui une autorité organisatrice chargée de cette question des marchandises. Il n'y a pas aujourd'hui de politique publique vraiment conçue. Et on voit que ce sont les acteurs privés, c'est un peu le marché qui organise tout ça. Si on veut demain faire une métropole attractive, notre ami de la Sogaris parlait de la concurrence entre les villes européennes, si on veut avoir une métropole attractive et qui tienne son rang par rapport aux grandes villes-mondes, il faut que la question des marchandises soit placée au bon niveau et qu'on apporte la bonne réponse. Parce qu'en effet, elle sera au cœur demain de l'attractivité de ces villes avec le e-commerce et tout ce qu'on a pu dire les uns et les autres. Donc moi, je plaide pour que à l'agenda de la métropole du Grand Paris, on mette en haut la question de la circulation des marchandises. Un des éléments quand même assez criants pour illustrer le propos d'Étienne, c'est que dans tout le schéma de transport, qui est un des grands sujets de la métropole du Grand Paris, avec les nouvelles lignes, les extensions, etc., le sujet marchandises n'est absolument pas traité. Comment vous l'expliquez? C'est un regrettable oubli? Je pense qu'on est parti des problématiques qui touchaient ou qui étaient pressenties comme touchaient directement les administrés, qui était une problématique de transport voyageurs, qui est déjà une vraie grosse problématique en Ile-de-France, et que ça a été relié en arrière-plan, mais c'est et ça va être de plus en plus un vrai sujet. Monsieur Boutor, vous parliez d'équations financières qui sont pas avec pas beaucoup de mou, si je vous ai bien écouté. Il y a une des taxes qui finance le Grand Paris qui s'appelle la redevance pour création de bureaux de commerce et d'entrepôts. Elle vient d'être réformée. On attend les décrets là. C'est un sujet pour vous ou c'est insensible? On a dit que ça repoussait les entrepôts un peu plus loin. Ah bah moi je me suis personnellement préoccupé de ces sujets-là il y a quelques années. Oui, je pense que on est en train de mettre de la fiscalité sur le développement de l'immobilier, notamment alors bureaux, logistique, commerce, etc. Mais pour ma partie, sur la partie logistique, qui est extrêmement significatif quand on le ramène au bilan global des opérations, avec une vision géographique très administrative. Et comme je vous disais tout à l'heure, comme on est sur des sujets logistiques, pour parler de la grande logistique, qui sont plutôt aux bornes de l'Île-de-France, vous imaginez bien qu'entre être en Île-de-France ou entre être juste de l'autre côté de l'Île-de-France, les arbitrages sont vite faits. Et donc, ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est de pousser les acteurs à construire des grandes plateformes logistiques à 500 mètres de la limite de l'Île-de-France, ce qui fait 10 à 20 km de plus à faire en camion, ce qui n'est pas forcément bon d'un point de vue pollution, sans aucune rentrée fiscale pour l'Île-de-France. Donc, ça me paraît pas très malin. Il y a des progrès qui ont été faits. Cette fiscalité a été réduite, notamment sur la partie logistique, parce qu'on a démontré par quelques calculs simples que c'était sans proportion réaliste par rapport à la valeur créée par ces outils-là. Je reste néanmoins très sceptique sur le sujet. Et je suis d'ailleurs demandeur, mais je crois que les statistiques sont plus produits, du rendement fiscal effectif de cette taxe, et je suis prêt à parier qu'il est extrêmement faible. Écoutez, merci infiniment. Y a-t-il encore une question, monsieur? On va vous apporter un micro, parce que je crois que c'est enregistré. La rupture de charge. Sur la navette... Vous allez faire des paquets dans le à Bruyères ou vous allez... Oui, alors Christophe en parlerait mieux que moi, mais le principe, c'est des caisses mobiles. Donc la caisse mobile, c'est une caisse que vous pouvez balader d'un tracteur camion sur le train, que vous reprenez avec un autre tracteur camion. Donc l'avantage, c'est que toute la préparation se fera dans des bâtiments logistiques à Bruyères. Vous venez poser la caisse mobile sur le train, il part, il arrive à la Chapelle, il est pris par des tracteurs propres en l'état, sans manipulation des marchandises qui sont dans les caisses, et c'est livré dans les différents points de livraison. Donc c'est vraiment, même s'il y a une petite rupture de charge, c'est quand même ce qu'on a encore imaginé de plus efficace. Merci infiniment. Y a-t-il à ce stade des questions? Eh bien, oui, monsieur. Une question
Et aujourd'hui, les véhicules qui vont distribuer ces fameuses caisses mobiles, alors chaque caisse mobile va pouvoir charger 15 palettes. C'est l'unité. Il faut savoir qu'il y a un règlement marchandises pour livrer Paris en période de jour et un règlement marchandises pour livrer Paris en période de nuit. Période de jour, c'est 7h du matin à 22h. La taille est limitée à 29 mètres carrés. 29 mètres carrés, c'est un véhicule qui fait à peu près 12 mètres de long sur 2,50 mètres de large. Si vous avez 2 essieux, il fait 19 tonnes de charge, enfin au total. Et s'il fait 3 essieux, il a 3 essieux, il fait 26 tonnes. Donc les camions qui viendront chercher ces caisses dans lesquelles on a 14 ou 15 palettes, ben, ils feront 19 tonnes en 2 essieux, 26 tonnes en 3 essieux. La motorisation de ce type de véhicule, clairement pour aller vers des véhicules propres, ça sera du GNC, c'est du gaz naturel compressé. Et nous aurons à proximité de l'hôtel logistique de Chapelle International, Port de la Chapelle, une station de gaz compressée permettant aux véhicules effectuant ces livraisons d'aller se recharger en gaz à proximité. Alors on espère à moyen long terme que même sur ces gros véhicules-là, on puisse avoir une technologie électrique. Mais ça c'est pour le plus long terme. Comment ? Actuellement, c'est GNC, c'est gaz, ouais, du gaz. Ça c'est développé, hein. Il n'y a aucun problème pour trouver ça. Eh bien, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. On va vous porter un micro. Non, il y a encore une question. On peut applaudir un peu de temps en temps, mais... Merci. Je voulais poser la question par rapport à est-ce qu'il y a-t-il des synergies avec le nouveau réseau ferroviaire du Grand Paris pour créer des livraisons, par exemple, au sein des gares, au lieu de transporter les caisses par camion à Paris, par exemple. Serait-il possible de les transporter vers les gares et les dispatcher plus tard, voilà. Qui veut répondre ? Je crois qu'on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais... Nous, on a regardé effectivement cette question avec la Société du Grand Paris. On a regardé la possibilité de positionner dans ou à proximité des gares du Grand Paris notre 3e niveau, les espaces urbains de distribution, pour éclater la filière plutôt messagerie urbaine, petit colis. Et on était allé plus loin avec à l'époque Siemens et la RATP. On avait regardé la possibilité d'utiliser l'infrastructure du Grand Paris pour faire arriver ces marchandises. Bon, ça paraissait dans l'immédiat assez compliqué, mais pourquoi pas à moyen long terme, c'est pas impossible. Alors positionner des espaces urbains distribués dans certaines grandes gares ou à proximité, oui, ça on y travaille. Mais pas pour faire arriver des très grosses quantités de marchandises. Les très grosses quantités de marchandises, ça sera plutôt la notion d'hôtel logistique positionné sur les réseaux ferroviaires traditionnels. C'est vrai que c'est quand même une occasion manquée, parce que moi aussi j'avais interrogé la SGP à l'époque, c'était Étienne Guyot qui était à sa tête. Est-ce qu'on pourrait pas faire... on fait un réseau voyageurs, on ne pourrait pas faire la marchandise également. Et c'était un niet catégorique. C'est les voyageurs d'un côté, les marchandises de l'autre. Ce que ne font pas d'autres métropoles sur la planète. On parlait à déjeuner, il y a beaucoup de villes en Europe qui essaient de penser les deux concomitamment. Donc là, en effet, c'est une occasion ratée. Mais Benoît Labatte dit ça, il répond, mais nous, on ne nous a pas demandé de faire ça. Donc nous, on fait ce qu'on nous a demandé de faire. Et on leur a demandé de faire un réseau pour les voyageurs, oui. Monsieur Butor le disait tout à l'heure. On n'empêche pas de réfléchir. Merci, juste à titre d'information. Il existe, il y a quand même la gare de Rungis et il y a toute l'expérience Monoprix qui est livrée via la gare de Rungis. Tout à fait. Sur la à Paris, donc en plein Paris. Oui, tout à fait. Non, c'est simplement. Mais il y a beaucoup d'expériences qui sont tentées. Le verre n'est pas que à moitié vide, il est aussi à moitié. Que rien n'a été réfléchi, rien n'a été fait, mais il y a déjà ces expériences-là qui sont plutôt réussies. C'est simplement. Oui, le train Monoprix qui arrive de Comble-la-Ville et qui arrive dans la halle Gabriel-Lamé sur le secteur de Bercy. La gare de Bercy, effectivement, c'est depuis 2008. Hein, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui est à mettre en avant et à conserver, même si ce grand secteur sera réaménagé par la ville de Paris. Nous, pour la mutualisation entre les infrastructures de transport de voyageurs et de transport de marchandises, pour tout ce qui est réseau de transport en commun, on pousse très fort aujourd'hui pour que les différentes lignes de tramway qui sont posées en agglomération parisienne soient connectées les unes les autres pour former un réseau. Et on pousse très fortement pour mettre un lien tramway-marchandises entre le secteur de Rungis et un point d'entrée logistique qui pourrait être Bercy, sur la ligne 3, pour faire circuler les tramways marchandises entre ces deux lieux de concentration logistique et faire entrer de la messagerie, des marchandises sans température dirigée, avec des petits containers urbains qu'on mettrait sur du tramway, qui arriveraient dans Paris, qu'on reprendrait avec des véhicules adaptés pour livrer dans Paris. Donc, voilà.
Donc là, nous, on pousse le tramway. Après le métro, il ne va pas assez loin en dehors de Paris, mais pourquoi pas. Eh bien, écoutez, merci beaucoup.